Il existe des adultes qui fonctionnent très bien. Ils sont fiables, responsables, autonomes. Mais quand on les écoute vraiment, quelque chose revient souvent. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je tiens, mais je ne me sens pas vraiment vivant. Je suis là, mais sans y être complètement. Dans cette capsule, je ne vais pas parler de troubles, je ne vais pas parler de défauts. Je vais parler de ce que laisse une enfance vécue sous contrainte. Pas dans le corps, ça c'était la première partie, mais dans la psyché, dans l'identité, dans la manière d'entrer en relation. Il est important de comprendre d'où vient l'identité. On a souvent une vision romantique de l'identité, comme si elle était là, quelque part, cachée, et qu'il suffirait de la découvrir. En réalité, l'identité ne se révèle pas, elle se construit. Elle se construit dans l'interaction avec l'environnement humain. Chez l'enfant, le cerveau n'apprend pas seulement des choses, il apprend qui il est, ce qu'il vaut, ce qu'il peut ressentir, ce qu'il doit inhiber, comment il doit se comporter pour rester en lien. Quand l'environnement est stable, sécurisant, prévisible, l'enfant peut construire une identité fondée sur la curiosité, l'exploration, l'expression de soi, la différenciation. Mais quand l'environnement est instable, menaçant, imprévisible, émotionnellement insécure, le cerveau priorise l'adaptation. C'est ce que j'appelle ici l'identité de survie. Abordons la notion du faux self, ou quand l'identité devient un outil. Un psychanalyste, Donald Winnicott, a mis des mots très justes sur ce phénomène. Dans un environnement sécurisant, l'enfant développe ce qu'il appelait un true self, un soi spontané, vivant, créatif, subjectif. Dans un environnement insécure, l'enfant développe un false self, un soi adapté, performant, conforme, attentif aux attentes extérieures. Ce faux self n'est pas un mensonge, c'est une stratégie de survie relationnelle. Il permet de rester accepté, de limiter les conflits, de préserver le lien, d'éviter l'abandon, la punition, l'humiliation. À l'âge adulte, cela donne souvent une identité fondée sur la fonction. Je vaux si je suis utile. Une difficulté à savoir ce que l'on veut vraiment. Une sensation d'inconsistance intérieure. Une grande adaptabilité, souvent au prix de soi. Ces personnes sont souvent perçues comme fortes, autonomes, solides, fiables, mais ces mots masquent le coût psychique. Qu'en est-il de l'attachement, ce lien qui peut devenir imprévisible ou dangereux? Les théories de l'attachement montrent que l'enfant apprend très tôt si les figures d'attachement sont accessibles ou non, si elles sont prévisibles ou non, si elles sont protectrices ou menaçantes. Quand l'environnement est chaotique, l'enfant ne peut pas construire un attachement sécurisé. Il développe alors des stratégies secondaires. Certains minimisent leurs besoins, ils deviennent hyper autonomes, ils apprennent à ne dépendre de personne. D'autres hyperactivent le lien, ils vivent dans la peur de l'abandon, ils scrutent les signaux relationnels. Et parfois, le système est encore plus pris au piège. La figure d'attachement est à la fois source de sécurité et de peur.
Cela crée de la confusion, des contradictions, des comportements incohérents. À l'âge adulte, cela peut donner des difficultés à faire confiance, une peur d'être abandonné ou envahi, une oscillation entre fusion et retrait, une difficulté à demander de l'aide. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une mémoire relationnelle implicite. Parlons du vide identitaire, car beaucoup d'adultes ayant grandi dans l'insécurité parlent d'un vide. Pas d'un ennui, d'un vide. Une impression de ne pas vraiment exister, de ne pas savoir se définir autrement que par leur rôle. Pourquoi? Parce que quand un enfant doit s'adapter en permanence, il apprend à inhiber ses impulsions, à inhiber ses désirs, à inhiber ses émotions. Progressivement, il perd l'accès à son monde interne. Et devenu adulte, cela se traduit par des phrases comme ⁇ Je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas qui je suis sans les autres, je fonctionne, mais je ne me sens pas vraiment vivant. ⁇ Et là, ce n'est pas un déficit de personnalité, c'est une identité construite sans espace pour le soi subjectif. Et cette identité produit souvent deux pôles de motivation paradoxaux. Un pôle de surinvestissement avec perfectionnisme, hyper-responsabilité, besoin de reconnaissance, difficulté à s'arrêter, et un pôle d'effondrement avec procrastination, épuisement, démotivation et sensation de vide. On le retrouve. Mais ces deux pôles ont une même racine, car la valeur personnelle n'est pas ressentie comme intrinsèque, mais elle est ressentie comme conditionnelle. Je vaux si je tiens, je vaux si je produis, je vaux si je réponds aux attentes. Une identité d'utilité. Se sentir aimable seulement si on répond aux attentes, aux besoins de ce qui a été inculqué lors de l'enfance. Et quand le système sature, il coupe. Et là, ce n'est pas de la paresse, c'est de la fatigue neuropsychique. Même le rapport au plaisir est modifié. C'est un point très documenté. Les personnes ayant grandi dans l'insécurité ont souvent un rapport perturbé au plaisir. Parce que le cerveau apprend très tôt que le plaisir peut être dangereux. La détente peut précéder une catastrophe. La joie peut être suivie d'une chute. Alors, lorsqu'on est grand, un adulte, il y a une difficulté à savourer, une culpabilité quand tout va bien, un besoin inconscient de tension. Car le système nerveux a appris à fonctionner sous stress, et le calme devient suspect. L'adulte piégé dans une identité de survie peut aussi connaître une dissociation relationnelle. Être là sans être là. On imagine souvent la dissociation comme quelque chose de spectaculaire. En réalité, elle est souvent subtile. Elle peut prendre la forme d'une déconnexion émotionnelle, d'un automatisme relationnel, de difficulté à sentir ses limites ou d'un sentiment d'être spectateur de sa vie. Dans les relations, cela amène une distance intérieure permanente, une difficulté à se sentir vraiment touché, une présence sans incarnation. Et ce n'est pas un choix, c'est une protection.
Si je synthétise, l'identité de survie n'est pas une métaphore. C'est une organisation psychique adaptative construite dans un environnement contraignant. Elle se caractérise par un faux self fonctionnel, des modèles d'attachement insécures, une valeur de soi conditionnelle, une difficulté à accéder à son monde interne, un rapport conflictuel au plaisir, une dissociation partielle, une identité construite pour tenir et pas pour être. Et surtout, et c'est très important, ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie devenues bien coûteuses. En conclusion, nommer ces organisations ne sert pas à s'enfermer dans une histoire, surtout pas, mais à redonner du sens à ce qui est souvent vécu comme un défaut personnel, une malformation. L'identité de survie n'est pas un problème à éradiquer. Elle est respectable et a demandé beaucoup d'efforts. C'est une intelligence adaptative qui a été poussée trop loin, trop longtemps. La question n'est donc pas comment devenir quelqu'un d'autre, mais comment trouver le moyen d'exister autrement que dans l'urgence, autrement que dans un système qui ne connaît que le danger, sans s'en rendre compte des fois. Dans les prochaines capsules, nous verrons les possibilités offertes à l'adulte pour se reconstruire. Dans le cas d'une identité de survie, il sera d'ailleurs approprié de parler de construction et non de reconstruction. À très bientôt.